Bonjour, esprit curieux. Bienvenue à ce voyage intellectuel. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui sépare réellement la science de la simple opinion ou de la pseudo-science? Ou pourquoi certaines idées politiques débouchent inévitablement sur la tyrannie? Aujourd'hui, nous allons éclaircir ces questions. Avant de commencer, une brève remarque. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. J'espère sincèrement que cela vous plaira. Notre protagoniste du jour est Karl Raimund Popper, un penseur autrichien qui a vécu au cœur de la tourmente du XXe siècle. Sa philosophie n'a pas seulement changé notre façon d'appréhender le laboratoire scientifique, mais aussi notre compréhension de la démocratie et de la liberté. Pour comprendre Popper, nous devons voyager dans la Vienne des années 1920. C'était un véritable bouillon de culture, un foyer d'idées révolutionnaires. La psychanalyse de Freud était en plein essor, le marxisme promettait un paradis sur Terre et la physique d'Einstein réécrivait le cosmos. Le jeune Popper remarqua quelque chose d'inquiétant. Il y avait une différence fondamentale entre l'attitude d'Einstein et celle de ses amis marxistes ou psychanalystes. Alors que les uns cherchaient à confirmer leur théorie à tout prix, Einstein, lui, prenait le risque d'être réfuté. Cette observation a semé la graine de sa grande contribution à la philosophie des sciences, le problème de la démarcation. Comment distinguer la vraie science de la métaphysique ou de la pseudo-science? La réponse traditionnelle était l'induction, mais Popper l'a pulvérisée. Parlons de l'induction. Pendant des siècles, on a cru que la science fonctionnait en observant le monde et en accumulant des données. Si je vois le soleil se lever 1000 jours de suite, j'en conclus qu'il se lève toujours. Cela semble logique, n'est-ce pas? Eh bien, Popper nous dit que c'est une grave erreur logique. Voici la célèbre métaphore des signes. Imaginez que vous êtes des biologistes européens du XVIIIe siècle. Vous avez vu des milliers de signes et tous sont blancs. Votre esprit inductif vous dit que tous les signes du monde sont blancs. C'est une vérité apparente basée sur l'expérience. Mais alors, vous voyagez en Australie et vous voyez un seul signe noir. Soudain, votre théorie universelle selon laquelle tous les signes sont blancs s'effondre. 1 million de confirmations ne prouvent pas la vérité, mais une seule réfutation démontre la fausseté. Cette asymétrie est au cœur de la pensée poppérienne. Nous ne pouvons pas prouver qu'une chose est absolument vraie. Nous ne pouvons que prouver qu'elle est fausse. La vérité est un horizon dont nous nous approchons, mais que nous ne possédons jamais entièrement. C'est pourquoi Popper propose le falsificationnisme. Une théorie n'est scientifique que si elle prend le risque d'être fausse. Elle doit faire des prédictions qui, si elles ne se réalisent pas, obligent à écarter la théorie. Si une idée ne peut pas être prouvée comme fausse, ce n'est pas de la science. Pensons à l'astrologie. Les horoscopes ne sont si vagues qu'ils semblent toujours se vérifier. Ils ne prennent aucun risque. Si l'on vous dit que vous aurez de la chance, n'importe quelle bonne chose est considérée comme une confirmation. Cela, pour Popper, est de la pseudo-science pure parce que c'est irréfutable. En revanche, la théorie de la relativité d'Einstein a fait des prédictions risquées. Elle a affirmé que la lumière se courberait sous l'effet de la gravité d'une quantité exacte. Si, en la mesurant lors d'une éclipse, cela ne se produisait pas, la théorie s'effondrait. Einstein a pris un risque énorme. Popper admirait cette audace intellectuelle. La science n'avance pas en confirmant ce que nous savons déjà. Elle avance en tuant nos propres théories chéries. Elle progresse par essai et erreur. C'est une sélection naturelle des idées où seuls les plus aptes survivent. Cela change l'image du scientifique. Ce n'est plus le sage qui détient la vérité. C'est un explorateur humble qui sait que son savoir est provisoire. Tout ce que nous savons aujourd'hui pourrait être réfuté demain, et c'est là quelque chose de merveilleux. Or, cela nous amène à un concept crucial, la corroboration. Si une théorie survit à de féroces tentatives de la réfuter, nous disons qu'elle est corroborée. Elle n'est pas vraie au sens absolu, mais c'est le meilleur outil dont nous disposons pour l'instant. Popper introduit ici l'idée de vérisimilitude. Nous ne pouvons pas atteindre la vérité finale, mais nous pouvons avoir des théories qui ressemblent davantage à la vérité que d'autres. La science est une progression vers une plus grande vérisimilitude, en écartant les erreurs pas à pas. Mais Popper ne s'est pas arrêté à la physique. Il a réalisé que cette logique de l'erreur avait des implications profondes pour la société et la politique. Si personne ne détient la vérité absolue, alors personne n'a le droit d'imposer sa volonté aux autres. Cela nous mène à son chef-d'œuvre politique, La Société ouverte et ses ennemis. Écrit pendant son exil en Nouvelle-Zélande, alors que les nazis ravagèrent l'Europe, c'est un cri de guerre intellectuelle contre le totalitarisme de toute obédience. Dans ce livre, Popper attaque ceux qu'il appelle les faux prophètes, Platon, Hegel et Marx. Il ne nie pas leur génie, mais les accuse d'avoir jeté les bases intellectuelles de la tyrannie. Leur crime commun est l'historicisme. L'historicisme est la croyance selon laquelle l'histoire a un scénario préétabli, des lois inexorables qui déterminent le destin de l'humanité.
que ce soit l'utopie de la République de Platon ou le communisme final de Marx. Popper affirme que c'est faux et dangereux. L'avenir n'est pas écrit, il dépend de nos décisions. Croire que nous connaissons le destin final de l'histoire justifie de sacrifier des personnes aujourd'hui pour un prétendu paradis demain. Pour Popper, Platon fut le premier grand ennemi de la liberté. Dans sa République idéale, l'État contrôle tout. Les rois philosophes connaissent la vérité et par conséquent ont le droit de dicter comment tous les autres doivent vivre. Cette idée que le sage doit gouverner est tentante mais fatale. Car, rappelez-vous l'épistémologie, personne n'est infaillible. Si nous donnons un pouvoir absolu à quelqu'un parce que nous le croyons sage, que se passe-t-il quand il se trompe ou quand il se corrompt? Popper propose de changer la question politique fondamentale. Au lieu de demander qui doit gouverner, nous devrions nous demander comment nous pouvons organiser les institutions pour destituer les mauvais gouvernants sans effusion de sang. C'est l'essence de la démocratie pour Popper. Ce n'est pas le gouvernement de la majorité, car la majorité peut aussi être tyrannique. C'est un système de contrôle des dommages, un mécanisme pour corriger les erreurs pacifiquement. Ici surgit le concept de société ouverte. C'est une société qui reconnaît que personne n'a le monopole de la vérité, où la critique, le débat et la diversité d'opinions sont permis. C'est une société qui accepte le risque de la liberté. Face à elle se trouve la société fermée, la société tribale, où la coutume et l'autorité sont sacrées, où l'individu ne compte pas, seul le collectif. C'est le retour à la sécurité du ventre maternel, mais au prix de notre humanité. Popper comprend l'attrait du totalitarisme. La liberté, c'est un fardeau. Devoir décider par soi-même génère de l'anxiété. Le leader totalitaire promet de vous en décharger. Il promet certitude et sécurité en échange de votre obéissance. Mais cette sécurité est une illusion. Une société qui supprime la critique se condamne à la stagnation et à l'erreur. Tout comme en science, en politique, nous avons besoin de la critique pour détecter les erreurs et améliorer nos lois. Cela nous mène à l'ingénierie sociale fragmentaire. Popper méprisait les révolutionnaires qui voulaient tout effacer et repartir de zéro. C'est de l'ingénierie utopique. Et cela se termine toujours en désastre car la société est trop complexe. Au lieu de cela, il propose des ajustements petits et concrets. Réformer une loi éducative, améliorer un système de santé. Des changements que nous pouvons suivre. Si cela tourne mal, le dommage est limité et nous pouvons corriger. C'est la méthode scientifique appliquée à la politique. Cependant, la tolérance de la société ouverte a une limite. C'est la fameuse paradoxe de la tolérance. Popper avertit que si nous sommes infiniment tolérants, même avec les intolérants, la tolérance sera détruite. Attention, cela ne signifie pas interdire toute idée désagréable. Cela signifie que nous nous réservons le droit d'empêcher, même par la force si nécessaire, ceux qui rejettent le débat rationnel et utilisent la violence pour s'imposer. Maintenant, approfondissons son ontologie. Popper a proposé la théorie des trois mondes. C'est une façon fascinante de comprendre la réalité. Le monde 1 est le monde physique, les pierres, les étoiles, nos cerveaux, les atomes. Le monde 2 est le monde de nos états mentaux, la conscience, les sentiments, les rêves, la douleur subjective. C'est notre expérience interne et personnelle d'être en vie. Mais voici la génialité. Le monde 3, c'est le monde des produits de l'esprit humain. Les livres, les théories scientifiques, les symphonies, les nombres. Ces choses, une fois créées, acquièrent une vie propre. Pensez aux nombres premiers. Nous les inventons, mais leurs propriétés ne dépendent plus de nous. Il y a des mystères dans les nombres que nous n'avons pas encore découverts. Le monde 3 est objectif et autonome, même s'il naît de nous. Ce monde 3 est le lieu de l'évolution culturelle. C'est là que résident nos théories. Et le plus important est que nous pouvons laisser nos théories mourir à notre place. Dans la nature, l'animal qui se trompe meurt. Dans la culture humaine, nous pouvons formuler une hypothèse, la critiquer dans le monde 3 et la rejeter sans que nous ayons à périr. Cela accélère notre évolution de manière vertigineuse. Nous sommes la seule espèce à faire cela. Popper fut aussi un critique féroce du relativisme. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que chacun a sa vérité. Pour Popper, c'est une trahison de la raison. Il existe une vérité objective, même si elle est difficile à atteindre. Si nous nions la vérité objective, il ne reste que le pouvoir. Si nous ne pouvons pas débattre de ce qui est vrai en nous basant sur des faits, alors c'est celui qui crie le plus fort ou celui qui a la plus grande arme qui gagne. La vérité est le bouclier du faible. Le rationalisme critique est l'attitude éthique de Popper. Il se résume en une phrase précieuse. Peut-être ai-je tort et as-tu raison. Et avec un effort, nous pouvons nous rapprocher de la vérité. C'est une invitation au dialogue humble. Cette attitude demande du courage. Elle exige d'admettre que nous ne savons pas tout. Elle exige d'écouter celui qui pense différemment, non pour le tolérer par politesse, mais parce qu'il pourrait détenir la pièce du puzzle qui nous manque. Popper eut des critiques, bien sûr. Thomas Kuhn, par exemple,
a soutenu que les scientifiques ne sont pas si rationnels et qu'ils s'accrochent à leur paradigme parfois. Popper a admis que cela se produit, mais a insisté sur le fait que c'est de la mauvaise science. Malgré les critiques, l'héritage de Popper est immense. Il nous a enseigné que la certitude est un piège, que la connaissance est une aventure sans fin, et que la société ouverte est fragile et doit être défendue chaque jour. Dans un monde où les algorithmes nous enferment dans des bulles d'opinion et où le fanatisme ressurgit, Popper est plus actuel que jamais. Il nous rappelle que l'autre n'est pas un ennemi à détruire, mais un compagnon dans la quête de la vérité. Sa philosophie est un antidote contre le dogme. Elle nous vaccine contre ceux qui prétendent avoir la solution finale à tous nos problèmes. Elle nous invite à être sceptiques, à être critiques, mais aussi à être optimistes quant à notre capacité à résoudre les problèmes. Popper disait que l'optimisme est un devoir. L'avenir est ouvert, il dépend de nous, de nos actions et de notre intelligence. Nous ne sommes pas des pions sur un échiquier historique. Nous sommes les joueurs. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une théorie infaillible ou une promesse politique utopique, souvenez-vous de Popper. Cherchez le signe noir. Demandez ce qu'il faudrait pour prouver que cela est faux. Cette question est votre meilleure défense. La science n'est pas un corps de vérité sacrée. C'est une méthode, une façon de dialoguer avec la réalité en acceptant que la réalité a toujours le dernier mot. Et ce mot est souvent un non retentissant. Et la démocratie n'est pas parfaite. Elle est bruyante, lente et parfois frustrante. Mais c'est le seul système qui nous permet d'apprendre de nos erreurs sans violence. Et cela, mes amis, est un acquis civilisationnel qui vaut la peine d'être protégé. Au final, la leçon est l'humilité. Nous sommes faillibles, nous tous, du scientifique le plus brillant au politicien le plus puissant. Reconnaître cette faillibilité est le premier pas vers la sagesse. Popper nous a quittés en 1994, mais sa voix résonne. Dans chaque laboratoire où un résultat est remis en question, dans chaque parlement où une loi est débattue, son esprit vit dans le doute fertile. Nous avons parcouru le chemin depuis la logique de la recherche scientifique jusqu'à l'éthique de la liberté. J'espère que ce voyage vous aura donné des outils pour mieux penser, pour ne pas vous contenter de la première réponse. La philosophie n'est pas seulement pour les universitaires dans des tours d'ivoire. Elle est pour la vie. Elle a été pour naviguer l'incertitude de nos jours. Et Popper est l'un des meilleurs capitaines que nous puissions avoir dans cette traversée. Réfléchissons un instant à la manière dont nous appliquons cela dans notre vie quotidienne. Combien de fois cherchons-nous uniquement l'information qui nous donne raison? C'est le biais de confirmation. Popper nous invite à chercher activement ce qui nous contredit. C'est inconfortable, oui. Personne n'aime admettre qu'il s'est trompé. Mais la croissance réelle ne se produit que dans cet inconfort. Lorsque nos croyances se heurtent à la réalité et se brisent, c'est là que nous apprenons quelque chose de nouveau. Pour en revenir à la science, pensez à la médecine. Nous voulons des traitements qui ont été soumis à des tests rigoureux, qui ont été tentés d'être réfutés et qui ont résisté. Nous ne voulons pas une médecine basée uniquement sur des anecdotes positives. Il en va de même pour l'économie. Les politiques économiques sont des hypothèses. Si nous mettons en œuvre une mesure et que la pauvreté augmente, nous devons avoir l'honnêteté de dire que l'hypothèse a échoué et de changer de cap, sans blâmer des conspirations. Popper nous met en garde contre l'essentialisme, s'obséder à définir ce que signifient les mots au lieu de discuter des problèmes réels. Ne discutons pas de ce qu'est la démocratie, discutons de la manière d'améliorer nos institutions. Cette approche pragmatique est libératrice. Elle nous sort des discussions sémantiques infinies et nous met au travail sur des solutions. C'est une philosophie pour l'action, pas seulement pour la contemplation. Rappelons aussi sa critique de la psychanalyse de son époque. Popper sentait qu'elle expliquait trop. Si un homme sauve un enfant, c'est de la sublimation. S'il le noie, c'est de la répression. Une théorie qui explique tout n'explique rien. La véritable force d'une théorie est sa prohibition. Plus elle interdit de choses de se produire, plus elle est forte. La loi de la conservation de l'énergie nous dit que l'énergie ne se crée pas de rien. Elle interdit le mouvement perpétuel. Si demain quelqu'un construit une machine à mouvement perpétuel, la physique actuelle s'effondre. C'est le risque que court la physique. Et c'est ce qui lui donne son immense valeur. Nous savons qu'elle est solide parce qu'elle a survécu à ce risque constant. Passons à l'héritage de la société ouverte aujourd'hui. Internet promettait d'être l'outil définitif pour la société ouverte. Information libre pour tous. Mais Popper nous mettrait peut-être en garde contre les chambres d'écho. Si nous utilisons la liberté pour nous enfermer dans des tribus numériques qui haïssent l'étranger, nous revenons à la société fermée. La technologie est neutre, l'attitude critique est ce qui importe. Le tribalisme est une émotion forte, il nous fait nous sentir en sécurité. Appartenir à un groupe qui détient la vérité avec un grand V est réconfortant. Popper nous demande une maturité intellectuelle pour résister à cette tentation infantile. La maturité implique d'accepter la solitude de la responsabilité. Vous êtes responsable de vos croyances. Vous ne pouvez pas blâmer l'histoire, ni votre classe sociale, ni vos gènes entièrement.
Vous avez une marge de manœuvre. C'est une philosophie exigeante. Elle n'offre pas de consolation facile. Elle ne vous dit pas que vous irez au ciel, ni que la révolution apportera le paradis. Elle vous dit que vous avez du travail à faire et que vous vous tromperez probablement en chemin. Mais c'est dans cet effort que réside la dignité humaine, dans le fait d'essayer de comprendre cet univers fascinant et d'essayer de réduire la souffrance de nos semblables par des réformes rationnelles. Popper nous apprend à nous méfier des leaders charismatiques, de ceux qui parlent avec trop de certitude. Il préfère le leader qui dit « Je crois que c'est la voie à suivre, mais surveillez-moi au cas où je me tromperai ». C'est la différence entre un homme politique démocrate et un démagogue. Le démagogue connaît la vérité, le démocrate a des hypothèses. Voyez-vous comment l'épistémologie devient une éthique civique? Tout est connecté. Alors, mes amis, cultivez votre jardin d'hypothèses. Ne tombez pas amoureux de vos idées. Traitez-les comme des outils. Utilisez-les tant qu'elles fonctionnent. Et quand elles se brisent, cherchez-en de meilleures. Sans remords, la vie intellectuelle est un processus de nettoyage constant. De jeter ce qui est vieux et faux pour faire de la place à ce qui est nouveau et vraisemblable. C'est un recyclage continu de l'esprit. Karl Popper fut un géant, un homme qui a vu des empires tomber et des dictatures surgir, et qui a répondu avec la force de la logique et la compassion. Son œuvre est un phare dans le brouillard de la désinformation. Lire Popper, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce viciée. L'air frais entre, parfois froid, parfois mordant, mais toujours revigorant. Cela nous réveille du sommeil dogmatique. J'espère que ce parcours vous aura inspiré à le lire directement. Ses livres sont clairs et directs. Il ne se cachait pas derrière un jargon obscur. Il écrivait pour se faire comprendre, un autre trait de son honnêteté. Nous sommes ensemble depuis un bon moment déjà. Nous avons déconstruit le falsificationnisme, la société ouverte, les trois mondes et la paradoxe de la tolérance. Ce sont des piliers pour construire un esprit libre. Rappelez-vous, nous sommes tous des philosophes. Nous avons tous des théories sur la façon dont le monde fonctionne. La différence est de savoir si nous en sommes conscients et si nous sommes prêts à les critiquer. C'est l'invitation d'aujourd'hui. N'ayez pas peur de vous tromper. Ayez peur de croire que vous détenez la vérité absolue. L'erreur, c'est notre ami. L'erreur est le maître qui ne ment jamais. Je tiens à vous remercier de consacrer votre temps, la ressource la plus précieuse que vous ayez, à penser avec moi. Dans un monde de bruit incessant, s'arrêter pour réfléchir est un acte révolutionnaire. Si cette vidéo vous a allumé une étincelle, si elle vous a fait remettre en question quelque chose que vous teniez pour acquis, alors ma mission est accomplie. Gardez cette flamme allumée. Je suis votre compagnon dans ce voyage de la connaissance. Merci d'être là, de l'autre côté de l'écran, partageant cette curiosité insatiable de comprendre qui nous sommes et où nous sommes. Quelle idée de Popper vous a le plus marqué? Le signe noir ou la paradoxe de la tolérance? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer les grandes idées de l'humanité. À la prochaine!